Numéro 17, Histoire de la photo, on s'arrête à 20. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de particulier? Je fais souvent des voyages et des propositions d'aller-retour. Nous allons découvrir le fait que la nouvelle vision ou nouvelle objectivité dans les années 20 en Allemagne, qui a 100 ans, résumé express, on va regarder de nouveaux objets, la fleur qui est dans mon dos et avec laquelle j'ai assorti ma chemise. En regardant de nouveaux objets, on va voir autrement. La conclusion sera que, en voyant de nouveaux objets, la façon de regarder elle-même changera les nouveaux objets, aller-retour. Ce qui sera un peu plus complexe, à part découvrir, voici le petit menu Ranger Patch, Otto Humber, Max Burchardt, je n'ai aucun accent allemand, je vais le dire à la française, Ruge, Fellinger le fils et Maoli Nagy, un pur génie. Nous allons parler de quelque chose de plus complexe qui est le rapport du cinéma, Murnau au début et Pabst à la fin, avec la photo. C'est déjà pas mal pour un lundi. Et ça, depuis le 17e mois. Alors, vous pourrez retrouver, par exemple, des images de Rangers Patch sur la conférence sur les tout petits objets, le fait de développer la photographie à partir de quelque chose. Parce que si on se replace dans les 17 séances jusqu'à 20, c'est comment la photographie devient un art à part entière et comment elle va s'emparer de la modernité. On l'a vu depuis deux, trois fois, comment elle va utiliser le vocabulaire de l'abstraction, le vocabulaire de la recherche artistique par le collage avec les dadaïstes, pour fabriquer son propre vocabulaire à elle et donc devenir complètement autonome. On l'a déjà vu la dernière fois avec les Russes. Voici l'épisode avec les Allemands. Nous verrons les Français et les Mexicains surtout bientôt. Qu'est-ce qui s'est passé de particulier que je peux vous résumer là? Juste avant ce mouvement de nouvelle objectivité dont on va parler aujourd'hui, qui correspond à la République de Weimar, alors c'est 1919-1933, arrivé au pouvoir de Hitler, dans lequel vous entendrez parler de noms un peu plus connus. Kandinsky, qui deviendra professeur au Bauhaus, qui se crée en 19 et qui finira en 33 lui aussi. Et puis, des artistes dadaïstes qu'on avait déjà un peu croisés, comme Haussmann ou Anna Hawke. Le cinéma est l'art d'avant cette nouvelle objectivité, parce que la nouvelle objectivité, c'est vraiment prendre une fleur, une forme, qu'elle soit industrielle ou qu'elle soit naturelle, pour sa structure. Amener la photographie vers un vocabulaire authentiquement le sien, alors on dirait pur, en simplifiant, en éliminant le plus possible des référents à autre chose. On a laissé partir la référence à la peinture et au flou, au pictorialisme en tout cas. On va s'intéresser à des nouvelles façons de vivre de cette société moderne. Et c'est ça la conclusion qui sera intéressante aujourd'hui, ça sera que il y a 100 ans, on vendait la modernité et aujourd'hui on en sort. Cette modernité industrielle qui a fabriqué de l'envie, de la rapidité, cette fascination pour le sport, pour les machines, tout ça, on est en train d'en sortir. Et cette conférence des années 20 est intéressante dans cet aller-retour de regarder un objet et que cet objet nous regarde. Finalement, cette modernité et ce goût pour avoir des choses nouvelles, on est en train d'en sortir et c'est bien l'occasion de le questionner. Alors, pour que ce nouveau regard sur des choses par leur structure plutôt abstraite se fasse, c'est parce que juste avant, en Allemagne, il n'y a pas d'équivalent en France, il y a l'expressionnisme allemand, dont j'ai pris plutôt un exemple de cinéma, parce qu'on pourrait regarder de la peinture avec celui qui l'anticipe et qui n'est pas allemand, mais qui en serait un symbole intéressant, Munch. Et on pourrait mettre avec ouais, les expressionnistes allemands. En plus, selon entre Munich et Berlin, ce ne serait pas tout à fait la même chose. Là aussi, il y a une petite conférence en ligne que j'ai déjà faite. Murnau va, par exemple, et ça résume bien l'expressionnisme allemand, au cinéma aussi, s'intéresser aux grands mythes. Un film tabou sur le lointain, sur l'ailleurs, ce qu'avait déjà cherché Gauguin, un grand mythe comme celui de Dracula. Et quand on voit cette tête invraisemblable et inoubliable, on se rend compte que Dracula était complètement revisité. Ce n'est pas le Christopher Lee qui succédera après. Murnau, avec ses comédiens, invente un monde et un univers mental complètement nouveau. Ce qui me fait faire le lien avec Munch qui les avait précédés. On est dans les années 1910-1920 pour l'expressionnisme allemand. Munch, c'est 1890.
C'est que Munch aussi, dans sa façon de peindre des paysages, dans sa façon de faire des vues urbaines, sa façon de faire des portraits, des nus, un stylet, quelque chose d'un peu mystérieux, un peu trouble, un peu, voilà, des lignes courbes. Le cri, c'est la montagne qui crie, en fait. Un stylet, quelque chose de doute dans la façon de percevoir les choses. Et vous allez commencer à apercevoir que, bah, après avoir transformé cette façon de regarder le monde, euh, qui était à la mode dans ces années 10-20, la nouvelle objectivité allemande ou la nouvelle vision, euh, Neu optique et nouvelle objectivité, je ne pourrais pas le faire. Neu Sachlichkeit, je prends tous les commentaires ricanants sur mon accent monstrueux. Voilà, le fait de regarder avec précision va s'opposer à ce qu'on a sous les yeux là, c'est-à-dire revisiter des mythes, pas forcément des choses nouvelles, modernes, au contraire des choses plutôt anciennes. Si je trouvais un équivalent inattendu, le Pierrot lunaire de Schoenberg est une façon de revisiter. Pierrot, c'est quand même la figure absolument presque cliché. Voilà, les expressionnistes allemands vont chercher du cliché, vont prendre le vampire, la femme fatale, le meurtrier, le traître. Tous les clichés vont être pris, mais exagérés, poussés à leur limite. C'est ce qui est intéressant. On pourrait mettre Fritz Lang avec son Docteur Mabuse, qui est un grand succès dans ces années-là. On est en 1922 sur le joueur Docteur Mabuse. On le montre souvent comme l'ambiance d'après-guerre, d'après la Première Guerre mondiale, montrée par Fritz Lang, mais c'est aussi, il me semble, une façon de revisiter le traître, le héros, le système des feuilletons. Voilà, tous les clichés sont revisités avec quelque chose. Et le chef-d'œuvre, il en a fait plusieurs, hein, Murnau, mais l'aurore, c'est-à-dire le couple, un monsieur, une femme qui s'aiment, la grande ville, voilà, aller à la ville et puis découvrir le vice. Il y a quelque chose qui va vriller et qui va partir vers autre chose. Et j'en profite, toujours le merveilleux Blow Up, l'émission sur Arte qui revisite des extraits de films ou qui les commente autrement. Les petites émissions là, je montrerai que le début s'appelle Et si on revoyait l'aurore de Murnau. C'est un chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Hein. On n'a pas envie que ça se passe mal, et puis on voit bien que c'est inéluctable, que le cliché de la femme fatale qui va enlever le mari à la fidélité et à leur bébé parce qu'elle est trop belle et que sa femme n'est pas aussi bien. Tout ça va être revisité par Blow Up. C'est pour ça que j'ai choisi cet extrait comme quelque chose, comme la métaphore de revoir ce film qui a quand même 100 ans, et en même temps faire l'expérience d'être spectateur fasciné de quelque chose de fascinant, justement. Et donc, questionner mon sujet du jour, qu'est-ce que c'est que regarder et qu'est-ce que c'est que, c'est une astuce qu'on verra ensuite, qu'est-ce que c'est que regarder, mais aussi qu'est-ce que c'est que les objets que l'on regarde changent à notre regard. On peut le dire d'une façon amusante, c'est les objets eux-mêmes nous regardent. Alors, le montage, je me tais, que fait Blue Up pour cette petite émission de remontage d'extraits, c'est de prendre le début de L'Aurore de Murnau et de montrer dans beaucoup de films de cinéma des comédiens au cinéma eux-mêmes. Et c'est un petit régal de penser que le cinéma, dès ses débuts, s'amuse avec sa propre histoire.
Voilà, regarder des gens qui regardent en train de regarder, c'est super méta, on ne peut pas faire mieux. De cette mode des années 20 de l'expressionnisme va naître cette nouvelle objectivité. Le meilleur exemple, le plus simple, c'est ce Springer Patch, dont le travail a été montré au Jeu de Paume, vous voyez, en 2018, il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire regarder le monde tout à fait autrement. À la fois, on parle de défamiliariser le regard, c'est-à-dire de voir autrement quelque chose qui est autour de nous. Alors, c'est un enjeu de chaque mouvement artistique, finalement, de croiser ce qui était avant. On a dit cliché, transformation du cliché par des subtilités. Voilà, le vampire est plus tout à fait le vampire qu'on croyait. Et puis, ce à quoi le spectateur s'attend va pas être exactement ça. Là, c'est table rase de tout ça. Et on le retrouvera à la fin, cette question de qu'est-ce que c'est que regarder, puisque la nouvelle objectivité, nouveau regard, nouvelle vision, dit il y a un monde nouveau et on va le regarder autrement. Par contre, elle emploie quelque chose qui nous intéresse diablement, c'est qu'elle emploie l'appareil photo. Elle a l'idée que ce monde moderne va être regardé autrement par un autre objet que le regard naturel et questionner en fait qu'est-ce que c'est que regarder par le grossissement, par le gros plan par exemple. On peut imaginer des gros plans en peinture. Alors c'est drôle parce est-ce qu'il y a des gros plans en littérature? Est-ce qu'il y a des gros plans en architecture? C'est toujours dès qu'on déplace une notion, ça devient tout à fait fructueux pour l'esprit. Est-ce qu'il y a des gros plans en architecture? C'est drôle ça. Il y a des détails, mais l'appareil photo, alors, la peinture, le dessin nous donnent une vision fermée de l'espace en fait. Délimite un espace pour notre regard, un cadre, et c'est de là que tout commence en fait, un cadre comme une scène de théâtre, mais en plus oriente énormément notre regard. Jusqu'à ce qui intéresse Ringer, évidemment, c'est cette notion d'esthétique contre l'expressionnisme pour documenter la réalité et, et ne plus avoir de vision subjective. Ce que l'on voit, alors les fleurs sont un bon exemple et le noir et blanc y participe évidemment. Les fleurs, c'est quand même le sujet absolu, classique ou kitsch si on veut de la peinture et pour la couleur évidemment puisque les débuts de la peinture, de la photo en couleur se frotteront aux fleurs. Les isoler par le noir et blanc, zoomer, alors il n'y a pas qu'une question de zoom, hein, c'est pas qu'une question de gros plan, c'est aussi quel est le centre de l'image. Ici, on voit cette étoile qui est derrière moi aussi, qui n'est pas au milieu, justement, et qui a quelque chose d'autre autour d'elle. Ici, le fond permet de faire ressortir la forme des fleurs, mais un fond qui, à la fois, bouge un peu, et l'éclairage, il est sur le bord inférieur des fleurs. On y voit les petits points qui sont à l'intérieur. Pas sur toutes, on n'est pas tout à fait dans une photo scientifique. On n'est pas tout à fait sur l'objet. On a quelque chose qui se détache sur un fond. Donc le gros plan, il est isoler un morceau, travailler le fond, voir ce qui peut être autour, qui peut gêner ou avantager. Puisqu'ici, on va avoir du flou. Les photographes vont jouer avec la profondeur de champ. Est-ce qu'on voit derrière au loin? Est-ce qu'on ne voit pas? Est-ce que le flou va accompagner? Voilà. Est-ce que sur cette photo, je suis toujours sur Ringer Patch, ça pourrait être tout noir, ça pourrait être tout blanc, ça pourrait être redécoupé. Et on le verra avec les photogrammes de Moholy Nagy. Si on pose sur la feuille de papier sensible un objet, il deviendra lui-même tout seul un élément. Voilà. Est-ce que si on isole des choses qui ont l'air qui ne peuvent pas être isolées, puisque ben là les objets sont vivants. Alors si on les coupe des bras, ben, ils sont plus vivants. Mais là, le cadrage permet d'isoler quelque chose et que cet isolement sur le fond, par la lumière qui est un peu plus sur la gauche, quelque chose va se raconter qui est à la fois une sorte de narration. Voilà, on peut imaginer. Bien évidemment, la plupart du temps, les titres sont assez neutres. Cet isolement va annuler l'effet de fiction qu'il pourrait y avoir si le fond était trop marqué ou s'il était trop détaillé. Sur cette photo de 29,
Ce sont des photos 23-17, hein. C'est tout petit. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que l'arbre, il est en plein milieu. Il y a une ligne d'horizon presque au milieu. On devine un petit peu la neige sur le bas qui persiste et puis sur les collines au loin. Et ce que fait Ringer Patch, qui est très passionnant, c'est il détaille des choses qui fait qu'on ne peut pas ne pas regarder ce qu'il nous dit. Le tronc d'arbre, les nuances de gris dessus, l'espèce de torsion, ça s'appelle jeune arbre. Voilà, il a des petits problèmes de croissance, mais il a l'air d'y arriver. Mais le fait de s'aplatir un peu pour que cette partie-là foncée ressorte quand même, mais que celle-ci, venant soutenir le haut de l'image, soit détaillée pour qu'on voit ses débuts de croissance, on ne peut pas louper ce qu'il veut nous montrer. Il y a quelque chose d'assez dirigé dans l'isolement, dans la façon de mettre les éléments les plus simples possibles, sans transformation. Voilà. Ringer Patch veut que l'œil du spectateur soit focalisé sur les nuances grises de l'écorce et le bouquet de branches. Voilà, il va falloir jouer avec cette réalité, cette nouvelle objectivité, nouvelle vision, c'est-à-dire on ne va pas vous montrer autre chose que ce qu'on veut vous montrer, on va montrer que le monde est beau, c'est le nom du livre que Patch va publier en 28. On va montrer, je disais, l'abstraction qui est contenue à l'intérieur, voilà, toute la structure qui fait partie du développement de l'arbre, en étant le moins possible narratif ou fictionnel, en étant le moins possible, quand je dis fictionnel, le moins possible dans le rêve. On va prendre quelque chose qui est le plus concret possible. Blumenfield aussi, j'en ai pas montré, va travailler de cette façon-là. Il y a d'autres photographes liés à la nouvelle objectivité. Ce qui est intéressant pour finir sur ce premier morceau, c'est-à-dire République de Weimar, 1933, contre l'expressionnisme, voire autrement, ça pourrait suffire comme conférence, c'est déjà pas mal, avec des artistes à découvrir. Il y a un premier enjeu qui m'intéresse, si vous vous rappelez que le second, c'est celui de la vision. On isole des bouts, on nous fait regarder la question qui nous fait regarder quoi et comment on regarde. Mais la seconde question qui est dedans, c'est cette fascination pour la modernité que la nouvelle objectivité, les années 20 vont développer. Ce que Ringer Patch fait, c'est aussi beaucoup de photos de la société industrielle. Tout est réaliste. Il disait lui-même, tout doit être réduit à des structures, tout doit être réaliste. Et il dit, pour pouvoir rendre les impressions que l'on éprouve devant la nature, la plante, l'animal, les œuvres des architectes et des sculpteurs, les créations des ingénieurs et des techniciens, nous possédons avec la photographie l'outil idéal. Vous notez qu'il met sur le même registre la plante, l'animal, la nature, les œuvres des architectes et des sculpteurs, les créations des ingénieurs. Le monde autour de nous, ce monde industriel qui, depuis cette révolution industrielle dont nous sortons, je suis désolé d'insister, mais c'est cet enjeu-là qui fait que le regarder 100 ans plus tard change, va être valorisé à égalité entre monde naturel et monde industriel. C'est ce sujet-là précisément dont nous sortons, d'ailleurs. Ce n'est pas la même chose et la nature a le dernier mot. Donc on peut arrêter de faire de l'ingénieur. Si la nature ne suit pas, c'est elle qui gagnera. Mais là, ce qui est intéressant à questionner, c'est que ce monde moderne a l'air génial, en fait. Il a l'air très beau. Il a l'air de proposer des structures qui, à l'époque, ne sont pas vues comme belles et dans lesquelles, depuis les années 20 jusqu'à nos années, on découvre petit à petit, par l'isolement du fond, j'y reviens, par les nuances de gris, vous voyez comment les boulons ressortent exactement, par le cadrage de la photographie, l'outil idéal. La photographie, par ces photographes allemands, hongrois pour Molinagui, va être présentée comme l'outil de la modernité. Contre la subjectivité, il faut quelque chose d'objectif qui soit parfaitement neutre et qui montre le monde tel qu'il est, ce qui est un leurre, évidemment. Patch continue, on exploite encore trop peu les possibilités qui nous sont offertes de rendre le charme magique de la matière. Et je disais que voilà, Blosfeld est aussi celui qui fait, tout le monde connaît ça, des morceaux de plantes, de fleurs, de croissance en très gros plan.
On voit le lien évidemment avec le constructivisme russe et avec cette fascination pour la machine. La bascule de l'un à l'autre, structure, est assez facile à voir. J'ai montré, pas aujourd'hui, des natures mortes, des objets de la vie de tous les jours qui l'ont passionné et qui l'a su rendre à mi-chemin entre l'image technique et l'artistique, quelque chose de très, très étonnant et passionnant. L'architecture elle-même, jusqu'à quelque chose qui est de l'ordre de la fascination, c'est-à-dire l'industrie, la modernité apporte des objets identiques, plein d'objets identiques, dans une quantité illimitée. Enfin, c'est ça qu'on croyait et qui s'arrête avec la fin de la ressource, l'input dont parle Cauchy. C'est-à-dire le fait que ce monde est tout à fait prolifique. Il va nous donner des nouveaux objets à admirer, de beauté, et sans fin. Les photos, quand elles sont tirées en plus grand, cette forêt de cheminée, l'expression marche bien, on voit bien ce que la nouvelle objectivité voulait faire quand on dit défamiliariser avec les sujets courants. Et c'est ce que je trouve intéressant de questionner avec notre époque, c'est qu'effectivement, ces objets qui n'ont pas été beaux, puis qui sont parce qu'ils étaient des objets du travail. Alors, ils ont été beaux parce qu'ils vendaient de la nouveauté, et puis la croissance industrielle. Regardez le magnifique documentaire en 4 épisodes sur la vie ouvrière de Stan Neumann sur Arte. Ils ont fini par le devenir pas beau parce que toute la misère sociale et esthétique qui allait avec avait bien besoin d'artistes pour le valoriser. Et puis, ils le redeviennent avec notre goût des ruines, qui est un goût de la modernité, hein, ça date du XVIIIe siècle, c'est pas très vieux. Et puis cette image d'une maison plus traditionnelle avec ces objets plus contemporains derrière, questionne notre époque, c'est-à-dire l'appareil photo, outil idéal, une vision objective d'un monde industriel qui se développe, c'est la question du jour. C'est ce qui fait que je ne suis pas en train de seulement présenter un autre photographe. On va voir Humbert. Alors, il va m'aider. Il a un surnom, c'est Humbo. Vous voyez, Otto Humbert. On le surnomme Humbo. Merci pour les germanistes qui m'écouteraient en pleurant. On va voir Max Burchardt avec une seule photo qui est un coup de génie, les Rugueux. Voilà, tous ces photographes de la nouvelle objectivité donc, sont sur ce programme qui pourrait suffire à faire notre plaisir de partager des images. Humbo toutes ces images sortent de la collection du MoMA Art de New York. On est en 1927. S'intéresser au portrait dans un vocabulaire complètement neuf. On n'est pas tout à fait dans le même vocabulaire visuel que celui très abstrait des Russes, mais un vocabulaire qui pourrait faire penser, c'est pas péjoratif, à un club photo aujourd'hui. Quand vous êtes étudiant et que vous commencez à prendre en photo des amis, des petites amies ou petits amis, et qui vous servent de modèle, vous essayez de travailler le regard, travailler le cadrage, pas un plein centre, un arrière-plan, effet de lumière, avec cette face de guerrier, de maquillage transformé, effet de cassure, effet de brisure avec les bras qui ont l'air de venir ailleurs, voilà. Toute une chose qui paraît presque naturelle et presque, là aussi, cliché, c'est le moment de jouer avec le mot, c'est-à-dire presque pour un photographe qui commence, le noir et blanc, le travail des obliques, le fait que rien ne soit centré, le fait que la lumière puisse être latérale, tout va permettre de jouer avec cet outil neuf d'appareil photo, avec la fausseté de ce qu'on regarde, puisqu'il a l'air d'être dire la réalité telle qu'elle est, pas plus, pas moins, assez objectivement, et de créer une sorte d'ambiguïté qui, même quand un portrait de Margot Lyon, ici, de 1928, de Humbo aussi, donne l'impression que le personnage a l'air presque faux. Si vous avez un souvenir, je ne l'ai pas sorti là, de la femme au Leica de Rodchenko, on est dans la même posture, on est à peu près dans le même cadrage vu du dessus qui écrase un peu l'image et qui la rend abstraite. On est encore dans un intérieur plus traditionnel alors que celui de Rodchenko est plus moderne avec les projections de lumière dessus. Mais on a quelque chose de commun
de ramener le corps à quelques lignes essentielles et à un jeu avec celui qui vous regarde ou celui qui ne vous regarde pas. Il faut, même si la vidéo durera plus longtemps, aller voir l'exposition à Beaubourg sur les années 20 et cette nouvelle objectivité qui est traitée et dans laquelle on découvre, je ne le connaissais pas, par exemple, de la peinture de Hannah Hawk, la dadaïste fameuse dont nous avons parlé. Ce que Rimbaud veut introduire, que Rodchenko, les Russes, avaient déjà introduit, c'est cette vision du dessus. Toutes les règles conventionnelles de la prise de vue sont défiées, en fait. Il s'agit avec des plongées, avec des contre-plongées. Alors, on est un peu du dessous. On va transformer la façon de regarder. On a dit défamiliariser le regard. On est en train de changer complètement ce qu'on croyait regarder correctement. Et à tel point que les personnages ont l'air d'être plus actifs en étant des ombres. Est-ce qu'on fait le portrait d'une ombre? Il y a un beau livre de Stoïchita qui s'appelle L'histoire de l'ombre. On peut regarder, il parcourt toute l'histoire de la peinture jusqu'à justement cet expressionnisme au cinéma. Parce que l'histoire de l'ombre, c'est l'histoire de Platon et c'est l'histoire du cinéma réuni, c'est-à-dire mon ombre, c'est pas moi, mais enfin sans moi, elle n'est pas grand-chose. Voilà, l'ombre a l'air de parler plus que le personnage qui est devenu presque une ligne, à tel point que on dirait presque un couple qui s'embrasse alors que nous sommes face à des objets. Voilà, toute la fiction, toute la façon de transformer le monde par quelque chose qui, en français, c'est traduit par rue sinistre, mais c'est à la fois une fausse piste et le MoMA l'appelle Mystery of the Street. Une fausse piste, mais une façon de regarder le monde qui nous entoure tout autre. Par le cadrage, par l'isolement, par l'intérêt pour l'écriture dans l'image. Voilà. Et puis enfin, et ce n'est pas des moindres, par l'instantanéité. C'est-à-dire le Leica, appareil photo sorti dans les années 20, va nous permettre une spontanéité d'attraper quelque chose qui est en train d'avancer, là, qui est en train de bouger. Oui, à quel point sur les dernières séances et aujourd'hui encore, la photographie est devenue un art à part entière, c'est-à-dire qui a son propre vocabulaire et qui joue déjà de sa propre histoire. Un petit chef-d'œuvre encore de Humboldt, à la plage, à la fois la vie commune, la vie de la jeunesse, et puis un jeu avec cette transformation, les ombres sur les objets, les ombres portées et ce qu'elles fabriquent d'autres narrations, et puis la lumière elle-même qui est en train de transformer un objet qui a l'air banal. Voilà, 6 heures sur la plage, toujours Rimbaud, 1930, et puis ce merveilleux autoportrait à la plage aussi, qui, vous le voyez, joue du trucage. On voit la forme de l'appareil photo de Rimbaud. Normalement, si je fais un petit selfie, je ne fais pas ça. Je ne surjoue pas le fait qu'on voit l'image. J'avais compris, la modernité, c'est aussi, et on est en plein dedans, c'est de rendre complice le spectateur du fait qu'une image est en train de se produire. On n'a plus une image qui est à regarder et à comprendre, on est à la fois ça, mais la modernité a ajouté l'idée de presque comprendre comment elle a été faite, si je peux essayer de résumer ça, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis des années, qui n'est pas si simple. Donc là, on voit les bras, l'appareil photo, le visage qui se concentre, la poitrine du personnage, les tissus. Voilà. Un autre regard, d'autres angles, d'autres jeux avec la lumière. Voilà la nouvelle objectivité. Et puis, un régal, mais j'en parle tellement souvent que là, je fais exprès de ne pas en parler, la typo, c'est-à-dire l'écriture, la publicité, les vitrines, l'invention de la modernité, depuis Edgar Poe, Baudelaire, Benjamin, on en parlait, c'est-à-dire les effets de reflets, et en même temps les effets de transparence que fabriquent les vitrines, que la publicité va utiliser. Et si je fais du mauvais Walter Benjamin, mais ça va bien avec mon sujet, les écrans. C'est-à-dire, une vitre, c'est un écran qui m'empêche d'entendre ce qui est dehors, mais c'est un écran qui me montre ce qui est dehors en même temps. Vous comprenez que sur les écrans, on est en plein 21e siècle aussi. Ça a beau avoir 100 ans, cette histoire, de 1929. Ça fait déjà 100 ans qu'on est sorti de 1929. La question de l'image qui passe par un écran ou qui est traversée par elle va se poser. Résumé à mi-parcours, laissant l'expressionnisme, Ranger Patch, Max Burchardt, dont voici un autoportrait,
il va pas mal prendre en photo, j'ai choisi une image, il va pas mal prendre en photo sa petite fille. Il va faire quelque chose qui est tout à fait passionnant à partir de cette photo. Voilà Lot, sa petite fille. Un sujet assez banal finalement, sauf à dire ce qui est vrai. Le fond, le cadrage assez proche. On est loin on n'est pas loin de l'état d'esprit de Nadar, mais on s'est rapproché, la lumière, la possibilité de jouer avec le décadrage est devenue tout autre. Mais ce que Max Burchardt va faire, puisque Lot, c'est l'œil, c'est isoler un morceau de l'image. Isoler un morceau de l'image de telle façon que on n'est plus en train de regarder tout à fait la même chose. Parce que l'image est plus grande que nature. C'est-à-dire que l'image imprimée, montrée, est plus grande qu'un vrai œil. Donc l'effet de changement, on a dit procédé photographique, sujet nouveau, instantanéité, mais l'objet lui-même exposé va changer de façon d'être présenté. C'est pour ça que cette photo de Burchardt, elle est à la fois aussi, vous voyez à quel point le vocabulaire des clubs photo se fabrique dans cette nouvelle objectivité des années 20, 1933, voilà, c'est en même pas 15 ans, quelque chose se fabrique qui va imprégner notre façon de faire. Elle l'imprègne aussi pour une autre raison, c'est parce elle va travailler avec la publicité, elle va travailler avec la presse, mais c'est Willy Ruge, je prends le parti, pardon, encore, je m'excuse à chaque fois, mais l'accent, c'est vraiment monstrueux. C'est l'instantanéité qui va les intéresser, c'est-à-dire la capacité de pouvoir prendre en photo des choses que l'on n'aurait pas vues autrement. Et Ruge va être vraiment très innovant dans le fait de monter dans des avions, prendre son appareil photo et un parachute et sauter. Et depuis ce point de vue, faire des images. Ça c'est passionnant parce que le Centre Pompidou-Metz, il y a quelques années, montré à quel point la vue aérienne qui s'était développée correspond à l'arrivée de l'abstraction. Comment ce portrait qui a l'air bien flou et bien raté, ben, c'est Ruge qui est en train d'être sous son parachute et en l'air. Ça ne doit pas être si facile que ça de régler. Voilà, il faut recommencer après. Et Ruge va fabriquer une image absolument nouvelle que seuls les familiers de Photoshop peuvent ne pas être étonnés, mais lui, c'est son trucage. C'est-à-dire une image qui mélange le paysage et son propre corps, qui mélange le paysage qui a l'air d'être une maquette, qui change d'échelle et qui change de regard dans l'ensemble. Alors, ce que fait Ruge, c'est comme un photojournalisme, en fait, cette instantanéité. Elle est dans le fait que tout peut être pris en photo immédiatement, très rapidement. Voilà, la particularité de la photographie, c'est aussi ce rapport au temps. D'attraper quelque chose, on a dit, qui soit vrai, qui soit passé, qui se soit déroulé, mais plus vite que l'œil, à un instant incroyable. Et cette transmission de ces images et de cette façon nouvelle de voir, elle se retrouve ici. Le personnage est presque anonyme, hein, on voit à peine ses yeux, parce que l'ensemble est assez détouré. Et puis, son ami qui est photographe, qui s'appelle Arnaud Botcher, qui est ami de Willy Ruge, voilà, le cliché date de 27, ils ont fait beaucoup, beaucoup de travaux ensemble. Eh bien, on voit à quel point c'est l'appareil photo qui domine, la tête a presque plus d'importance. Voilà, l'image vue du dessous donne une espèce donne une dynamique déjà en oblique, et puis une apparence presque de colosse, de personne immense, mais surtout l'appareil photo est presque plus grand que son corps, en tout cas que son torse et sa tête. Et donc le visage, les lunettes permettent encore d'avoir un petit rapport, mais on est dans un portrait type et en même temps dans quelque chose qui dit quelque chose de cette modernité. Ce petit chef-d'œuvre de photo est repris par un encore plus grand chef-d'œuvre. Alors, c'est encore plus compliqué à prononcer. J'ai fait une conférence sur lui, il s'appelle Tschichold, Tshilo,
CHOD, c'est un prince de la typo. Il prend l'image que voici et regardez ce qu'il en fait. Il la bascule. Voilà, la dynamique de diagonale devient encore plus forte. Ça, c'est les affiches soviétiques qui ont beaucoup influencé ça. L'appareil photo et le visage, ben, on voit qui a gagné des deux. Le personnage devient quasiment anonyme, donc on voit la force qui y a là-dedans. Et puis surtout, c'est cette exposition qui est si importante, film et photo. Vous voyez le lien qui est en train de se jouer entre les deux, à la fois cinéma et à la fois photographie. Sichold va faire partie de ce qu'on appelle la digne typographie, c'est-à-dire la nouvelle typographie. C'est-à-dire un jeu avec non seulement la bascule, non seulement l'isolement de la forme, mais aussi la typo qui est le seul élément coloré. Une typo qui est dessinée pour l'occasion et qui va faire en sorte que l'image devienne un tout qui prend un jeu de lecture avec la vitesse, ou un jeu avec la vitesse de lecture. Et un titre en haut qui est calme, le orange dont on peut, c'est le seul qui aurait pu lutter. Si on imaginait le titre en blanc ou en noir, ça ne fait pas une lutte aussi forte. Le bas à nouveau qui est calme, on pourrait encore aujourd'hui prendre ce genre de leçon. Il y a encore des affiches qui sont un peu trop parlantes et qui fait que la dynamique de l'image qu'il a basculée va être accentuée par ce jeu de typo et qui fait que Sichold est non seulement un grand créateur de lettres, mais aussi un grand créateur d'images tout court, d'affiches. Sichold était aussi celui qui organisait cette exposition film et photo qui va avoir un impact immense, puisque on est dans les années 20, il y a 1200 images, 200 photographes venus d'Europe, d'Union soviétique, des États-Unis, et qui montrent justement à quel point cette nouvelle façon de faire, film et photo, pourrait être le repère absolu. Voilà, Stuttgart, 18 mai au 7 juillet 1929. Je pourrais m'arrêter là, il reste un petit quart d'heure. Il y a deux choses à ajouter. Premièrement, la nouvelle objectivité n'est pas une. Elle est ce que je viens de montrer. Les objets sont nouveaux, on veut montrer la vie dynamique, mais si je caricature un peu, il y a un courant réaliste qu'on vient de voir, montrer la vie en train de se faire, le sport, l'activité, et puis un courant qui va se trouver au cœur du Bauhaus qui s'est créé à ce moment-là, celui de l'abstraction vraiment. Et si on devait aller un peu vite, cet enjeu, c'est celui aussi de l'engagement politique de ces photographes, de celui de vouloir montrer une vie plus révolutionnaire. Alors, en quoi l'abstraction serait révolutionnaire? Elle montrerait une autre vision et elle changerait les codes des sujets regardés et les façons de regarder. Alors ici, une petite découverte merveilleuse. Lionel Feininger est un peintre merveilleux, professeur au Bauhaus. Bauhaus s'ouvre à Weimar avec Gropius, et puis ils vont recruter Moholy-Nagy juste après, Kandinsky, Paul Klee, Itten, voilà, ce qui va fabriquer à minimal l'art du XXe siècle et les arts appliqués, le métier de designer, le lien à l'industrie, avec toutes les questions politiques compliquées que ça suppose, c'est-à-dire d'aider l'industrie à vendre plus de choses, encore une question d'actualité. Voilà, cette école s'ouvre avec un système de classe préalable et puis en 5 ans, une progression avec une spécialisation. On est en train de relire beaucoup aussi l'histoire du Bauhaus avec la place des femmes qui a été limitée à certains domaines plutôt pratiques, mais qui justement font découvrir à quel point leur créativité était immense. Alors, Feininger en est professeur, il est fasciné par les bateaux, il a fait beaucoup d'aquarelles, si vous connaissez ça. Et là, c'est son fils qui est dans l'école, et il a un surnom qui est assez rigolo, il s'appelle Lux, lumière. Et donc, son nom est écrit ici, Théodore Lux Feininger. Et justement, pour ne pas être le fils à papa, il va exposer pas mal sous le nom de Lux tout court. Le voici en train de documenter, là aussi on dirait des photos quand on entre en école d'art, les gamins du Bauhaus, voilà, l'école, l'architecture du lieu. L'architecture du lieu fait que on voit là aussi du dessus et que les ombres deviennent un jeu. Voilà, c'est à la fois la vie courante
la vie de l'école, du travail, du sport, de la drague, de l'activité, du plaisir que représente cette République et cette période de Weimar, juste avant la grande catastrophe du nazisme. C'est à la fois cette instantanéité-là que cherche à montrer Lux. Et vous voyez à quel point la construction est quand même très géométrique. Voilà, mettre les personnages isolés derrière le métier à tisser, qui devient une sorte de galerie de tête, mais avec l'espèce de triangle du système de fil, mais aussi de la bascule du cadrage. Bascule du cadrage qui se retrouve presque comme un cliché encore, une façon de faire qu'on retrouve continuellement, mais qui est contrebalancée, c'est extraordinairement bien fabriqué. Voilà, une ombre ici, la contrebalance du corps qui s'impose ici avec son mouvement de danse, et puis cette espèce de forme noire qui se détache bien sur le blanc, mais qui se tourne vers l'autre. Voilà, tous les éléments ont l'air reliés sur une oblique. Et cette oblique-là apporte beaucoup à l'ensemble. Ce que Lux montre, c'est pas seulement cette vie du Bauhaus nouvelle et tous ces jeunes gens qui vont devenir les artistes de demain. Ce que montre Lux aussi, c'est l'utilisation de plus en plus systématique de la lumière, de la contre-plongée, de, de l'ombre et de l'abstraction, du travail abstrait qui va se faire. Là, un petit extrait de Wikipédia. Il est influencé par Laszlo Moholy-Nagy, qu'on va voir tout de suite, qui est enseignant et qui est un des grands artistes pas assez connus du début du XXe siècle. Voilà, il est voisin de la famille Feininger, puisque son père est prof et Lux a un frère qui l'initie à la chambre photo 9-12, une petite caméra, une petite appareil photo qui permet de beaucoup se balader. Mais c'est pas seulement parce qu'il fréquente le prof d'à côté qui est ami de ses parents qui sont profs. C'est aussi voilà, cette fusion entre photojournalisme et cette nouvelle vision. Voilà, angle inattendu, gros plan, cadrage serré. On se retrouve à avoir des images qui, chez Lux, sont un jeu de recherche stylistique et un jeu tout court. Le plaisir du jeu qui fait que ça ressemble de moins en moins à des exercices d'étudiants. Cette nouvelle objectivité, je voulais le montrer là, elle part d'un regard sur les nouveaux objets et la mise ensemble avec Patch de la nature et de l'industrie. Ce cadrage et ce jeu avec la structure de l'image et le vocabulaire propre à l'image chez Humbert, mais avec Burchatz, Ruge et Feininger, le fait que l'instantanéité vienne jouer un rôle important. Ça crée déjà un peu de complexité dans notre histoire de la nouvelle objectivité ou de la nouvelle vision selon qu'on l'appelle. Le dernier point qui m'intéresse avant de conclure, c'est de regarder cet incroyable artiste qui est Moholy-Nagy. Alors, il est hongrois, son histoire est tout à fait passionnante. Vous découvrez-la simplement sur Wikipédia, parce que Nagy, c'est le nom Nagy, c'est le nom de son oncle qui va épauler sa mère parce que son père s'est barré. Et Mohol, c'est la ville qui a compté énormément pour lui. Il est hongrois. Quand il naît en 1895, c'est encore l'Empire austro-hongrois et ça ne le sera plus à sa mort en 1946. On l'ajoute puisqu'il va découvrir l'art en venant en France notamment aussi, hein, mais en Allemagne principalement, jusqu'à devenir et être embauché pour être professeur au Bauhaus par Gropius qui a vu son travail. Si on le dit un peu vite, et puis il a surtout travaillé là aussi en Allemagne suisse avec les dadaïstes. Voilà le parcours que je voudrais regarder. Faisons simple. Moholy-Nagy est comme artiste et comme enseignant, un élément essentiel du XXe siècle et pas qu'en photo. Il va, si je le dis vite, apporter ce travail d'abstraction qu'il découvre avec les constructivistes russes, avec le travail de Malevich qu'il a vu, avec le travail de Rodchenko, voilà, la simplification des formes, les clins d'œil à la machine, le collage photomontage. On est dans les années 20, c'est une gouache. L'abstraction qu'il a découvert Lissitzky, chez les Russes, et pas seulement, mais chez les Russes pas mal. Voilà, tout ce travail de géométrie, de simplification,
va se retrouver dans sa photo. Et le résumé, c'est que Molinagui est à la fois un chercheur, il est exactement l'exemple de l'artiste curieux qui va s'intéresser à toutes les techniques, qui va révolutionner. Il est photographe, il est typographe, il fait de la sculpture, il fait de la peinture, il fait du cinéma, il va changer la presse, il va faire du stylisme. Et ça, n'oublions pas le travail avec sa femme. Le Molinagui est un touche-à-tout. On passe, vous voyez, de quelque chose qui est assez radical dans ces années 20, et c'est assez tôt, hein, c'est pas lui qui l'invente, mais on est dans un vocabulaire qui est vraiment d'avant-garde, jusqu'à cette simplification. Et l'emprunt à Haussmann et Anna Hawke qu'il a croisé chez les dadaïstes, l'emprunt au photomontage. Un peu de typo et beaucoup de photomontage. Puisque depuis 22, en plus d'avoir pioché toutes ces choses-là, il devient enseignant au Bauhaus. Et il va notamment, c'est le départ de Paul Klee et de Eaton, c'est-à-dire Eaton était plutôt du côté de l'artisanat, du fer à la main. Et Molinagui correspond vraiment à la transformation du Bauhaus vers l'industrie, vers le jeu industriel, que représenterait un peu Mies van der Rohe. Si vous savez, sans doute, il y a eu 3 directeurs, mais enfin les 2 plus connus, Gropius, Mies van der Rohe, c'est vraiment l'artisanat et la bascule vers l'industrie. Ce qui est un jeu de recherche devient un prétexte d'enseignement. Ce qui est un jeu de construction de l'image, on dirait de très beaux Kupka ou de très beaux tableaux de Rodchenko. Vous voyez, le cercle, l'oblique, se retrouve dans des jeux de photomontage et vous le devinez, va se retrouver dans la photo elle-même. Donc on est face à un artiste majeur par sa capacité de curiosité, de la remise en cause continuelle de son travail. Il sera d'ailleurs plus tard, il va fuir vers les États-Unis, il va fuir l'Allemagne. Sa mère, si je ne m'abuse, d'origine juive, risquerait d'être inquiétée, et puis il fuira avec pas d'ambiguïté sur fuir, hein, bien sûr, aux États-Unis où il va monter un nouveau Bauhaus. Je me disais d'ailleurs que des communicants fabriqueraient 100 ans plus tard aujourd'hui un nouveau Bauhaus en faisant venir des artistes très connus. Il fera un carton avec des inscriptions à 15 000 € l'année. Cet art de transmission, qui donne ce rôle si important à Molinagui, ce serait déjà suffisant pour en faire quelqu'un d'important. Valorisation du professorat, c'est pas que de créer, c'est pas que d'être capable de se remettre en cause continuellement, d'orienter la vie de l'école et la façon de travailler, hein, et l'orientation de l'apprentissage. Et c'est une transmission qui est redoutablement importante. Hein. C'est aussi que Molinagui va continuellement toucher à d'autres domaines. Le voilà en couverture, vous voyez, Molinagui, c'est un lino, c'est une gravure qui sert d'illustration à un autre courant artistique dont je n'ai pas parlé depuis le début. La photo a l'air d'être moins liée, mais c'est celui hollandais qui verra le travail de Theo van Desburg et Mondrian. Un travail aussi sur l'abstraction. Je pourrais faire une conférence que sur la photo et l'abstraction, mais c'est ce qu'on fait par petits rebonds. Et vous voyez que cette nouvelle objectivité, Ranger Patch a été proche. Voilà, les petites pelles, les truelles, les arbres sont proches de cette structure, mais Molinagui va totalement dans ce parti pris d'abstraction. Et de ce point de vue-là, ils seront tout à fait opposés l'un à l'autre. Hein. Leur confrontation dans la revue Das Deutsche Lichtbild en 27, Molinagui, Ranger Patch opposent leurs théories, mais ils croient fermement que la photographie est un art indépendant et revendique hautement la franchise dans l'esthétique photographique, c'est-à-dire le refus catégorique de toute manipulation. Ces positions sont appelées à exercer une grande influence sur les photographes de leur temps et des temps à venir. Voilà, le couple Becher qui fera des photos dans l'école allemande des années 80 de grands bâtiments industriels seront marqués par ça. Ce qui m'intéresse de montrer, c'est que ce Molinagui est comme vecteur de transmission, comme vecteur de questionnement sur l'image, montre qu'un artiste n'a plus de catégorie unique, il est plus sur une discipline.
Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très contemporain, c'est-à-dire que le jeu avec la discipline va être de questionner sa propre discipline. Des cahiers de recherche qu'on a retrouvés, qui sont assez nombreux, des recherches sur tous les sujets, vous voyez, comme le nu devient une espèce de motif d'abstraction par le jeu d'ombre projeté sur le corps, des jeux en rapport avec cette fascination pour le sport de ces années 20, et pour le corps féminin, vu tout à fait autrement, des jeux avec des recherches, en fait, continuellement. Molly Nagy ne cesse de travailler ses cadrages et ses décadrages. Oui, toutes les planches sont intéressantes. Chaque image est intéressante, mais en même temps, on est déjà dans ce que Monet avait inventé dès 1880-90, les séries d'abord de peupliers, puis plus tard de nymphéas, qui sont 20 ans avant. Hein. C'est-à-dire que le travail, l'œuvre ne vaut pas par elle-même, elle va aussi valoir pour le fait que les miettes ici passent dans cette page-là et que cette oblique ici a l'air de répondre à celle-ci. Et que la même image, séparée par une autre, prend une toute autre forme. Voilà, le carnet de recherche, le carnet d'études, vous voyez la façon de le ranger, le fait que ce soit serré, on pourrait dire l'espace entre l'ensemble soit presque comme une structure de gratte-ciel. Toutes les lignes qui structurent l'ensemble montrent que chaque image vient dans une pièce de puzzle avec le reste. Voilà, Molly Nagy rencontre une Allemande qui est Lucia, avec laquelle il va fabriquer. Il n'est pas qu'un grand abstrait. Il est aussi un créateur d'images dans tous les sujets. Encore Lucia, encore ce jeu de flou, de netteté, qui sont d'une grande audace et qui parlent encore. Vous voyez, la ligne oblique se retrouve dans celle-ci, et la ligne oblique se retrouve parallèle à celle-ci, à tel point qu'on voit que le corps humain, alors c'est entre guillemets ce qu'on pourrait mettre comme distance, c'est que le corps humain n'est plus qu'un prétexte. L'abstraction est majeure. Il va travailler pour le Bauhaus, il va travailler pour la publicité, le travail d'esquisse, le travail de réalisation. Les premiers photogrammes, c'est-à-dire le fait de poser directement une photo sans appareil photo, sur le papier photosensible, mettre des objets. Pourquoi est-ce que ça arrive? Il est influencé par des cinéastes. Voilà, le film ou une photo. Comment le cinéaste va se retrouver là-dedans? Qu'est-ce qui fait que Molly Nagy ne s'entend pas avec Patch? Ce qui l'intéresse, c'est la citation sur Wikipédia qui me permet de le pointer. Privilégier les développements formels au détriment de la représentation du mouvement. Ce qui est primordial pour Molly Nagy, c'est le mouvement. Pour cette modernité, pour cette consommation, pour ce sport, pour cette vie, c'est le mouvement qui l'intéresse. Et il en est une bonne illustration, hein, c'est-à-dire il ne cesse de changer de sujet et de façon de le montrer. Il y avait de la dynamique chez Patch dans le cadrage, dans les contre-plongées, mais ce n'est pas cette fascination pour le déplacement à ce point-là. Fascination, voilà les photogrammes, un gant posé, une pince à épiler, des éléments de ressort qui fait qu'on ne sait plus très bien qui est quoi. On est contemporain de Man Ray et du surréalisme. Ce n'est pas Molly Nagy seulement qui invente cette idée de photogramme, c'est sa femme Lucia qui l'initie à ça un été à la montagne, mais il va le pousser à son maximum jusqu'à en faire des sculptures et des petits films que je vais vous montrer tout de suite. Ce jeu de vocabulaire abstrait, même si la main revient de temps en temps, est une façon de fabriquer des images nouvelles visions, nouvelle objectivité, mais qui sont moins une techno-fascination, si je prends un mot d'aujourd'hui, comme Patch le fait, c'est-à-dire c'est pas la société industrielle et sa construction, comme on le voyait chez les constructivistes russes, qui est au cœur du travail de Molly Nagy, c'est vraiment une façon de se détacher vers l'abstrait de ce qui est devant nous. Les photogrammes ont été réunis il n'y a pas très longtemps et l'exposition, il y a eu une grande exposition qui l'a montré. Le voici enseignant au Bauhaus, le voici fasciné par la ville, puisque la ville est un sujet, j'en ai déjà parlé, ça me reviendra plusieurs fois, et le lieu du mouvement, le lieu de l'abstraction, et le lieu où on peut évidemment faire des photos en direct avec des mouvements, et puis monter sur des lieux, les superposer,
jouer avec cette compénétration continuelle de choses. Le début de ça, c'est rue de Paris, temps de pluie, de caillebotte. Hein, ouais, il y a des gens qui partent, ils font plein de trucs en même temps dans la ville. Plein de gens font des choses au même endroit sans se atomiser, sans se croiser. Là, il y a moyen de prendre cette matière pour jouer avec, jusqu'à profiter évidemment des points hauts élevés. La tour de Berlin, qui va être construite en 24-26, va lui permettre de monter et de faire les images les plus, de montrer à la fois l'industrialisation, l'acier, le travail qui est autour en Allemagne et qui valorise cette modernité, mais aussi d'aller au maximum vers l'abstraction. Ce qui rejoint bien cette idée de nouvelle vision. De ce point de vue-là, Ranjappath, Molinagui sont opposés, je dirais, sur la façon de montrer le réel et sur le sens qu'il peut avoir, ou cette fascination de la machine, ce rapport à la politique et à ce que ça peut apporter, sur ce rapport de la transmission. Mais ils ont ce point commun de se servir de ce qui est autour d'eux pour avancer. Ce petit chef-d'œuvre, elle n'est pas spectaculaire tout de suite, c'est vu de Berlin depuis la tour de radio 1928. Ce qui est assez génial, c'est facile à dire en deux mots, des lignes droites, des lignes courbes qui jouent les unes avec les autres. On met un peu de temps à comprendre que depuis cette tour, tout a été enneigé et qu'on a déneigé qu'un petit morceau. On mettra autant de temps qu'on veut tant qu'on ne lira pas le titre à savoir qu'on est à Berlin. Voilà, tout a disparu. La vue plongeante permet d'écraser l'ensemble jusqu'à créer un effet de cible. En fait, on a presque quelque chose entre ces courbes et ces droites, pas centré, jouant avec des nuances de gris. Il y a des ombres, très peu, mais des nuances de gris qui est entre la neige opaque et moins opaque. Quelque chose qui joue avec cette forme qui est devenue une forme en soi. Là, on a tout ce système de réseau qui est la ville, en fait, de croisement de lignes, de croisement d'éléments les uns par rapport aux autres. Alors, ça, c'est une photo que j'avais montrée, elle date de 1909 d'Alvin Coburn, qui est un photographe américain. Il s'était déjà mis en haut d'une tour. Lui, il appelait la pieuvre, cette cible qui est autour de nous. Mais ce que fait Molinagui, c'est un peu autre chose. C'est une façon, vous voyez, on est encore un peu narratif, c'est une façon de transformer le regard, en fait. On ne voit plus du tout les choses comme avant, on n'a plus d'éléments d'identification, on est dans l'image, on est dans l'abstrait qui s'est aplati grâce à cette vision du dessus et qui est devenu un motif, un jeu graphique. Le voici fasciné, en train de créer les premiers films. Le cinéma s'est inventé en 1895, les premiers films forts des années 10-20. Et voici, on a dit que Ruttmann, avant lui, sur la ville, les précisionnistes américains. Mais ici, on est à Marseille. Et ce qui est un peu amusant, c'est de voir, regardez, un trucage simple qui montre que il faut entrer dans la ville et que la ville peut entrer devant nous, qu'elle peut devenir un élément abstrait, des formes géométriques, et le plan permet ça avant même qu'il y ait des vues d'avion, mais que dans cette structure géométrique, le réel arrive. Voilà, on a quelque chose qui montre bien à quel point la vie peut être changée en fonction de la façon de la regarder. Cadrage bas sur un sol uni donne quelque chose, jeu avec l'écriture, jeu avec les vitrines, clin d'œil à la photo et au regard que fabrique la photo. Isolement des personnages qui ont l'air d'être seuls dans la ville avec des éléments qui bougent autour, une grande géométrie de la structure, plongée, contre-plongée. Voilà, Molinagui est un aussi grand cinéaste que photographe. Il influencera les décors de théâtre, évidemment. Molinagui, là on est dans les années 40, je le montre juste un instant, fera aussi vraiment des choses totalement abstraites et totalement abstraites dans le cinéma. Et des éléments
de sculptures qui bougent et qui, par jeu d'éclairage, par jeu de miroir, se transforment. La conclusion. La conclusion, je l'ai découverte en voyant passer aujourd'hui un article des Inrecuptibles. L'homme ordinaire du cinéma de Jean-Louis Schaeffer, un des plus beaux livres jamais écrits sur le cinéma. Pas trouvable. Je vous le raconte en une phrase, parce que ce que j'ai voulu montrer aujourd'hui, c'est que ce nouveau regard, fasciné par la modernité, dont on sort aujourd'hui, cette modernité qui vendait du rêve, du savoir-faire, des nouveaux objets, de la profusion, quelque chose qui ne s'arrêterait jamais et qui ramenait la création industrielle à la création naturelle. Ce point de recul qu'on est obligé de prendre aujourd'hui par fin des ressources qui font voir autrement. Il y a l'air de ne pas y avoir rapport, même si on a vu que la grande expo de 29 film et photo. Comment on peut différencier l'un de l'autre? Et ce texte de L'homme ordinaire du cinéma de Schaeffer va nous donner une clé absolument passionnante et conclure en cinéma. Qu'est-ce que dit l'article? C'est simple. En fait, il ne se demande pas ce que le cinéma, voilà, il se demande ce que le cinéma produit en nous. C'est-à-dire, c'est comme si le film nous regardait. Le journaliste dit à l'intérieur de ce sujet, le spectateur, ou la spectatrice, qu'est-ce qu'il a dedans? C'est la terreur, en fait. La terreur qui est pas seulement parce que des films d'horreur, les films muets, mais la terreur vient d'un élément simple qui fait que Schaeffer va s'intéresser à tous ces monstres qui se sont fabriqués à ce moment-là. C'est ça le grand renversement schaefferien, c'est que les émotions qu'on voit en étant devant un film, l'aurore, la tension qui se crée à partir de tout ça, elle vient de l'échelle en fait qui est changée. Quand je suis dans une salle obscure, et le livre est tout à fait passionnant parce que Schaeffer va, pour les cahiers du cinéma, c'est un spécialiste de peinture. Il va piocher dans énormément de photos de films, quelquefois qu'il n'a pas lus, pour en faire une espèce d'inventaire dans la deuxième partie du livre visuel. Le gros plan change. Quand je vois, et on se rappelle Burchat, quand je vois un œil d'enfant 6 mètres sur 2, quelque chose de terrifiant est devant moi, que j'ai assimilé, qui ne me fait pas peur, mais qui, dit Schaeffer, me transforme à jamais. C'est-à-dire que c'est là où je veux conclure. Si on regarde des petits objets, si l'appareil photo nous permet d'isoler, de basculer la perspective, de changer le regard, la projection du film va fabriquer quelque chose de tout aussi grand. Voilà. Le cinéma art idiot grotesque fait habiter en nous des monstres auxquels nous voudrions ressembler. Voilà, les stars. Cette théorie a l'air fantasque, dit le journaliste, mais elle ne l'est pas. Elle prend le cinéma comme machine. Qui est cet homme ou cette femme qui va au cinéma, dit-il. Et la formule qui est très belle, c'est le cinéma crée un changement de dimension en nous. Et c'est là où je fais le lien avec ce qu'on vient de voir. La première partie parle de sidération. Qu'est-ce qui est vu, qu'est-ce qui est défiguré, qu'est-ce qui est des corps géants découpés en morceaux que vous appelez les stars et qui n'ont plus rien d'humain. Et la formule est belle, elle est restée, hein, les étudiants au cinéma connaissent bien ce livre. Les films qui nous ont regardé quelque chose dans le noir de la salle, dans le partage commun, qui, espérons-le, ne disparaîtra pas trop vite. La solitude qu'on ressent face à ces images qui sont bien plus grandes que nous, c'est ça qui fait que le film nous regarde. Alors, voilà la première édition, L'homme ordinaire du cinéma. Ce que la nouvelle objectivité a fabriqué et qui m'intéressait de regarder, qui fait le grand écart entre Murnau, qui était expressionniste, et Pabst, qui fait ce pur chef-d'œuvre, objectivement, le loulou de Brooks, qui révélera quand même aussi Garbo, hein, c'est pas rien. On le voit dans le film lui-même. Louise Brooks, le titre initial, c'est La boîte de Pandore. La fille est trop belle, elle va créer la perturbation, elle va séduire tout le monde. Vous voyez, le visage est poudré parce qu'elle a tout décidé. Elle est une femme extraordinairement synégétique. Elle attire tout le monde, elle attire les jalousies, mais elle fait ce qu'elle veut.
Nous voici dans la première scène lesbienne de toute l'histoire du cinéma, puisque une femme l'a fait danser. Voilà, une scène qui ne s'est pas vue toujours comme ça et qui aujourd'hui est regardée comme ça. Voilà, qu'est-ce que c'est que regarder? Change en fonction de celui qui regarde. Comment le film nous regarde? Euh, voilà la scène de la séduction et du meurtre. Un gros plan de dos. La photo a apporté ça, le cinéma l'exploite. Une lumière du dessous qui rajoute à l'étonnement. Le jeu du reflet, évidemment. Vous voyez l'isolement du visage, le montage qui est propre au cinéma et qui fait que je suis en train de glisser doucement de cette nouvelle vision qu'a apporté la photo des années 20 à Weimar à ce même cinéma, c'est-à-dire le rapprochement d'éléments les uns par les autres, va ajouter quelque chose du monstre dans l'ensemble. Regardez le mouvement de caméra, et je me tais un petit peu, par ce reflet. Quelle merveille. Si on regarde le loup ainsi, on voit que c'est un jeu d'isolement, la fascination pour Louis Brooks, mais aussi un jeu sur un cadre qui montre des éléments plus forts les uns que les autres, un jeu avec l'ombre qui fait que Loulou est déjà perdante, déjà morte, et à force d'être trop désirée, écrasée par l'once. Revoyez l'aurore, puis Loulou. Merci à vous.